19h. Yarana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. C'est un conseil des ministres goût amer, sans sourire et marqué par la déception du résultat des urnes. Édouard Fritch et son gouvernement se préparent à quitter la présidence. Le développement de la pêche hauturière suspendu aux travaux d'agrandissement du port autonome, l'un des secteurs économiques les plus importants pour la Polynésie, peine à se diversifier faute de politique volontariste. Le président du MEDEF France nous donne des pistes. Geoffroy de Bézieux est l'invité de ce journal. Des étudiants dans la peau de magistrats pour sensibiliser leurs camarades sur les violences conjugales. C'est une première au palais de justice de Papeete. Quelles sont les causes et les mécanismes de la violence? Quel rôle pour l'éducation? Élément de réponse dans un instant. Et enfin, elle est au pays pour se ressourcer. Arisa Tsubata, championne de boxe tahitiano-japonaise, a choisi la Polynésie pour entamer ses préparations afin d'intégrer la sélection des Jeux Olympiques. 9 ans, parfois moins, et puis s'en vont. Les 9 ministres et le président Édouard Fritch sont sur le départ, vous le savez. L'avant-dernier conseil des ministres s'est déroulé dans une ambiance morose après la défaite du Tapurahuir Atira. Je suis respectueux de la démocratie, donc on déménage et on laisse place à la future équipe, a déclaré le président sortant. Pour certains, c'est la fin d'une carrière politique. Pour d'autres, le début d'une nouvelle vie plus apaisée. Lucille Guichet, Mélissa Chang. C'est un conseil des ministres au goût particulier. 3 jours après la défaite du Tapura, il reste encore quelques jours de travail au gouvernement. Les résultats sont là, on est en démocratie, je suis respectueux de la démocratie, donc on déménage et on laisse la place dès jeudi à la future équipe. Aujourd'hui, pas de loi de pays ni de subventions à l'ordre du jour, beaucoup moins de dossiers, seulement des affaires courantes et l'état de catastrophe naturelle décrété pour Te Ahupo. Pour ma part, aujourd'hui, je passe des permis de travail pour des fermes perlières et je passe également une communication au Conseil des ministres sur l'avancée de la réorganisation de la DSFE. Les ministres issus du privé vont devoir trouver un autre emploi ou profiter de leur retraite. Ceux issus du public devraient reprendre un poste dans l'administration, à l'image du ministre de la Culture et de l'Environnement sortant, qui ne manque pas d'envie. Peut-être fouler à nouveau la scène de Toata, ou faire des compositions artistiques, je ne sais pas, des chansons peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai mon Fa'apou qui m'attend. Le soir du 11 mai, les fonctions du gouvernement Fritch cesseront officiellement. Les plus anciens ministres sont restés 9 ans en place. L'état de catastrophe naturelle a donc été décrété. Selon les recensements réalisés par l'OPH, on estime un besoin de 15 bancs d'aide en matériaux et 10 phares OPH pour un montant total de 145 millions de francs pacifiques. Et les récoltes de dons pour les sinistrés de Te Ahupo se multiplient. Le collectif Solidarité pour tous organise des collectes dans les supermarchés Hyper-U. Priorité aux denrées alimentaires de base, d'abord, comme le riz, les pâtes ou autres boîtes de conserve. Les vêtements sont aussi les bienvenus. Les membres du collectif vous attendent jusqu'à samedi. La vice-présidente du collectif répond à David Chang. Ça peut aussi nous arriver à nous demain. Aujourd'hui, c'est Tiopo. Peut-être demain, ce sera Papeete. On est là aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche matin, on emmène tout ça sur Tiopo. Il y a une délégation là-bas qui s'occupe de tout ça. Voilà, pour distribuer après aux familles qui sont dans le plus besoin. Et aujourd'hui, les militaires du RIMAP et le RSMA ont également été mobilisés sur place pour aider aux opérations de déblaiement, d'extraction des encombrants et déchets. Des plongeurs de la Marine nationale vont également être mobilisés pour rechercher et marquer les véhicules immergés pour faciliter leur extraction du lagon. Et ce sinistre qui touche les habitants de Te Ahupo, futur hôte des Jeux Olympiques, suscite l'émoi et l'inquiétude du comité olympique. Son administrateur et président du MEDEF est en déplacement en Polynésie. Il s'est rendu sur les lieux initialement pour rencontrer les acteurs économiques, mais sur place, il n'a pu que constater les dégâts. Frédéric Doc, le président du MEDEF Polynésie, répond à Arihuetif Afana. Geoffroy de Bézieux, qui est aussi administrateur de JO 2024, avait bien sûr l'intention de venir voir l'espace et l'organisation qui se met aujourd'hui en place pour cet magnifique événement. Malheureusement, la nature en a décidé autrement et il est venu au contraire constater les dégâts importants de la zone. Échanger avec la population, échanger avec les organisateurs,
pour savoir si les mesures peuvent être prises. Et en tout cas, il semblerait qu'elles ont été commencées à être prises. Et on est quelque part rassuré sur la manière dont tout ça s'est pris en main. Mais avant de se rendre à la presqu'île, Geoffroy de Bézieux s'est intéressé au poumon économique de Papeete, le port de pêche, avec une production de près de 7000 tonnes en 2021. La filière est en croissance constante, mais son développement reste suspendu aux travaux d'aménagement et d'agrandissement. Avec cette doléance, les mareyeurs ont d'autres attentes et comptent entre autres sur le MEDEF pour porter leur voix. Kaline Liénard, David Chang. Premier arrêt, un tonnier. Ici, le président national du MEDEF s'informe sur le matériel et les techniques dont disposent les pêcheurs en haute mer. Des navires fabriqués localement avec une méthode efficace. L'année dernière, 5000 tonnes de thon pour le marché local et 2500 tonnes parties à l'export. La filière pêche, elle est déjà largement lancée, mais elle peut être encore développée davantage. Et donc on vient soutenir cette filière. Ce sont aussi, il faut le préciser, des membres du MEDEF. Et donc on vient soutenir nos membres et on vient là aussi mettre un coup de projecteur sur leur activité et sur tout le travail qu'ils font. Le port de pêche regroupe 5 mareyeurs, 15 armateurs et plus de 70 bateaux en activité. Les structures existantes sont saturées et le projet de réaménagement du port est à l'étude depuis 2017. Alors actuellement, le dossier est dans les mains des ministres et du gouvernement. Donc nous avons participé avec tous les acteurs du port à la définition de quelques scénarios. Donc nous attendons un retour et une suite. Les bâtiments ont besoin de rénovation, car pour développer la filière pêche, il faut pouvoir transformer le produit. Et tout se passe ici, dans les ateliers des mareyeurs. On pêche un peu plus, les normes d'hygiène sont de plus en plus importantes. Et donc du coup, voilà, les bâtiments se font un petit peu, les outils se font un petit peu vieillissants. Et ça fait voilà, plus de 15-20 ans maintenant qu'il y a ces infrastructures. Et l'idée, c'est de les renouveler, de les réaménager, de les réoptimiser pour qu'ils répondent aux enjeux de demain, Ce sont les enjeux de la pêche durable, respectueuse de l'environnement, en faveur d'une économie circulaire. Elle concerne les 600 employés du port. Leur doléance porte sur la protection sociale des marins pêcheurs, mais pas que. Il faut améliorer la partie formation. Là où on pêche beaucoup aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'officiers pour nos navires formés. Donc ce sont les deux éléments de base. Et ensuite, bien sûr, c'est aider à l'investissement, construire de nouveaux navires et surtout localement. Des doléances qui s'adressent également au nouveau gouvernement dès qu'il prendra ses fonctions, afin que le projet de réaménagement du port datant de 2017 puisse être mis en place. Et il est sur ce plateau ce soir, Geoffroy de Bézieux, Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le président de MEDEF France. On vient d'entendre les doléances des acteurs de la filière pêche. Est-ce qu'ils peuvent attendre quelque chose de vous ? Bon, d'abord, je suis très heureux d'être en Polynésie. Jamais un président du MEDEF était venu en Polynésie. Donc je suis venu d'abord réparer presque une erreur. Alors moi, je vais essayer de les aider sur les décisions locales, l'agrandissement du port, par exemple. Je ne suis évidemment pas en responsabilité. C'est le nouveau gouvernement qui doit prendre ce dossier en charge. Mais ça n'a pas été dit dans le reportage. Les navires dépendent beaucoup de la défiscalisation. Une partie est locale, une partie dépend du ministère de l'économie. Et donc, je serai un avocat de cette défiscalisation parce que c'est une filière qui est finalement 100% polynésienne. Les bateaux, les marins, le poisson et la consommation sur place. Alors, la défiscalisation a déjà été reconduite. Ça veut dire que aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tenter de m'assurer qu'elle a été reconduite de justesse, si j'ai bien compris. Et donc m'assurer que les gens qui, à Paris ou en France, regardent ça de loin et ont peut-être une mauvaise image ou une mauvaise compréhension, soient informés de la réalité et de voir que les tonniers que j'ai pu voir sont construits sur place, utilisés sur place pour l'autonomie de l'île, des îles plutôt. Alors, le MEDEF français, 190 000 entreprises dans l'Hexagone, 600 en Polynésie. Vous êtes donc le porte-parole du secteur économique. Quel est le message que vous voulez adresser ici en Polynésie, au futur gouvernement, au nom des entreprises ?
Alors, je vais dire ça à beaucoup de modestie. Je suis arrivé il y a quelques jours et donc on ne peut pas comprendre une économie en quelques jours. Ce que j'ai voulu faire, c'est voir des entreprises de toute taille. On a vu un chantier naval de plus de 100 personnes et puis une PME, TPE dans le Monoï qui a 3 salariés. Donc, ça permet de se rendre compte qu'il y a un dynamisme économique qui demande qu'à prospérer. Je crois que le message, c'est faites confiance aux entrepreneurs, faites confiance aux entreprises. On a un pays jeune, magnifique, mais jeune. Beaucoup de jeunesse qui n'est pas employée. Il y a, je crois, le taux d'emploi est à 53%. Qui peut les employer si ce n'est les entrepreneurs? Donc, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut travailler avec eux pour trouver les bonnes solutions pour développer la prospérité du pays. Alors justement, il est important de faire comprendre au gouvernement, quel qu'il soit français ou polynésien, que les chefs d'entreprise sont aussi les employeurs du pays. Ça, c'est important de faire comprendre au gouvernement. Je vais vous parler des Allemands. Les Allemands, ils appellent les patrons les donneurs de travail. C'est une mauvaise expression française, ça traduit mal, mais ça traduit une réalité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'emploi sans employeurs et que plus on a des employeurs qui se portent bien, plus il y aura d'emplois. Et je crois que dans ce pays, c'est particulièrement important. Donc c'est le même message, au fond, qu'on peut passer au gouvernement français, au gouvernement polynésien. Et donc, selon les chefs d'entreprise que vous avez pu rencontrer, est-ce que vous les avez sentis inquiets ou au contraire plutôt sereins? Quels sont les retours que vous avez eus? Alors, ça dépend évidemment des gens à qui on parle et de leur secteur d'activité, mais globalement, ça va mieux. Quand on se retourne, quand on regarde les années Covid, notamment le tourisme, si j'ai bien compris, est reparti très fort. On a des chiffres qui sont supérieurs à 2019. La pêche, ça a été dit dans le reportage, est en croissance. Après, ils ont tous des doléances qui sont liées à la complexité d'un certain nombre je ne rentrerai pas dans les détails, mais de taxes ou des réglementations. Ils ont des problèmes, on l'a vu, de formation. Là, ça a été expliqué par l'armateur pour attirer des jeunes dans les métiers de la mer qui sont peut-être pas assez connus. Donc, il y a de la communication à faire. Ils ont besoin surtout que le gouvernement, quel qu'il soit, donc le nouveau gouvernement en l'occurrence, les écoute et concerte, qu'ils prennent des mesures en concertation avec le monde économique et le MEDEF. C'est important ce partenariat entre les patrons, les syndicalistes aussi, bien et le sûr. gouvernement. Alors, les syndicalistes font partie évidemment des partenaires sociaux. Je crois qu'on construit mieux en co-construction. Quand on décide dans son coin, en général, le risque de se tromper est élevé. Alors, au-delà de la fiscalité, vous l'avez dit, quel coup de pouce il faudrait absolument donner aux entreprises en Polynésie, selon vous? Alors là, j'ai du mal à vous répondre parce que je suis là que depuis 24 ou 48 heures. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'énergie entrepreneuriale. Moi, ce qui m'a surpris, il y a 2 choses. Alors, je vais quand même le dire, le pays est magnifique. On a beau le savoir avant d'arriver, on est quand même ébloui. Mais aussi, sur le côté économique, il y a des entrepreneurs formidables et dynamiques qui demandent qu'à se développer. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut que le gouvernement s'appuie sur eux. Pour terminer, vous êtes aussi administrateur du comité des Jeux Olympiques. Vous vous êtes donc rendu sur place à Tiahupo. L'état de catastrophe naturelle a été décrété. Vous êtes confiant pour l'organisation de ces JO en Polynésie, vous qui avez l'expérience de l'organisation d'événements au niveau national? Écoutez, bien sûr, j'avais prévu ce déplacement avant de savoir ce qui allait se passer. C'est un coup terrible que nous a réservé la nature. En même temps, j'ai eu l'occasion de discuter avec la maire adjointe, avec une personne de l'organisation, avec la directrice de l'organisation. Je crois que oui, ça a bien sûr bouleversé les plans, mais on va vers des JO un peu différents de d'habitude, plus inclusifs, plus finalement en fusion avec le pays. Moins peut-être ce qu'on avait pu voir dans le passé avec toutes ces constructions dont on n'a plus besoin aujourd'hui, mais qui seront certainement une réussite et un formidable coup de projecteur pour la presqu'île bien sûr, mais pour toute l'archipel polynésien. Vous restez optimiste? Tout à fait. Merci beaucoup, Merci Geoffroy Roux de Bézieux, d'avoir été avec nous ce soir. Et demain, vous aurez encore l'occasion de développer ces sujets puisque vous serez l'invité de notre matinale radio. Une année de travail pour donner corps à l'idée de justice, c'est le projet abouti d'une classe de BTS du lycée Tetaraumayo. Dans l'enceinte du tribunal de Papeete, ils ont conduit un procès fictif concernant des violences intrafamiliales. Cette expérience deviendra une vidéo pédagogique pour sensibiliser les jeunes du Fénois. On voit cela avec Stéphane Ratino et Nicolas Suir.
Lorsque les caméras se sont mises à tourner, un grand silence a envahi la salle et les voix étudiantes ont résonné. Des textes nourris par la réalité et écrits par la classe ont donné à voir la justice sur le vif et l'âpreté des violences conjugales. Les blessures sont importantes. L'arcade gauche ouverte, plusieurs hématomes sur les joues. La victime montre également un trouble de l'audition lié à la violence des coups. On ne se dit pas tous les jours « Ah, je cherche des articles sur les peines qu'on peut mettre sur des actes de violence comme ça. » Donc oui, on en a beaucoup appris, surtout qu'on a passé presque un an à travailler sur ce procès. Donc oui, on en a beaucoup appris. Tu as pris conscience de l'importance de ce que représentent ici les violences dans la famille? Bien sûr. Un travail minutieux où les élèves ont endossé à la perfection les rôles. Chaque fonction dans l'enceinte du tribunal a été disséquée, tout cadre avec la réalité. D'ailleurs, ce sont les élèves juges qui ont déterminé la peine à donner aux maris violents. C'est compliqué quand même, parce que il faut attendre les différents témoignages de chaque personne qui participe au procès et ensuite mettre en place, cacher ses émotions. Les violences intraconjugales sont un fléau en Polynésie. La volonté avec ce procès fictif est claire, faire œuvre de pédagogie. Madame la Présidente, veuillez prendre en compte ces 87% des femmes victimes de violences conjugales. La vidéo accompagnée d'un livret sera un outil mis à la disposition des professeurs pour faire prendre conscience et libérer la parole des élèves. Les jeunes sont conscients de ce qui se passe, mais il y a peut-être des personnes qui ne souhaitent pas justement... qui ne se sentent pas pris d'en parler ou d'en parler, de témoigner, de faire des témoignages par rapport à ce qu'ils voient. Bravo pour la répétition. Bravo. Très contente, très fière. Oui, nous avons des étudiants engagés, dynamiques et qui sont investis. Puis c'est une cause qui leur parle. Parce que c'est un projet qui va vivre, ça. Parce que ça va être diffusé partout. C'était l'objectif également. C'était de faire vivre le projet. Pour ce procès fictif, justice a été rendue et justice et louanges seront données aux étudiants pour l'excellence de ce travail civique. Une haie d'honneur pour Mattei Brothers disparu subitement hier, qui a été salué par ses anciens collègues de travail avant de rejoindre le temple protestant de Bethel. Le cortège a fait un tour devant l'établissement bancaire où il y avait passé 36 ans de sa vie. On écoute ses réactions recueillies par Mélissa Chong. C'était un moment voulu par tous les employés. Donc, on a voulu au passage rendre hommage à Mattei devant sa banque. Et donc, c'était bien. C'était surtout lui faire une haie d'honneur et pour tout le travail qu'il a effectué à la Banque Socredo. Voilà, il a été très investi et tous les employés l'aiment. Du sport maintenant, la Xterra Aremiti Swimrun, 3e du nom, aura lieu le 21 mai pour satisfaire les envies des athlètes. 2 épreuves, un sprint de 12 km et demi avec 5 sections de swim et le même nombre de runs. Avec cela, une course XL de 35 km avec 10 sections de natation et 10 sections de course à pied. Comme l'an dernier, le départ sera donné dans la baie de Cook où tous les participants devront sauter depuis le garage du Aremiti. Les coureurs de l'épreuve XL devront même le faire 2 fois cette année, puisque le bateau ira se repositionner dans la baie de Punhou. Thomas Mourier nous en dit plus au micro de Nicolas Suir. Pour cette année, déjà, il faut mettre en valeur Aremiti, puisqu'on va sauter au départ du ferry, mais le ferry, une fois qu'on aura sauté, va renaviguer jusqu'à la baie de Punhou, et les athlètes de la grande course du XL vont nager dans la baie de Punhou et rejoindre le bateau, remonter sur le bateau, sur le navire, et ressauter de l'autre côté. Donc il y aura 2 sauts du ferry, donc c'est la nouveauté 2023, et on est fiers de pouvoir la proposer aux athlètes. Et à Ayatia, les clubs de boxe ont commémoré le champion local Heimata Newfer. Chaque année depuis 2021, un mémorial est organisé. Au programme de la soirée, 18 combats de boxe se sont succédés sur un ring flambant neuf et devant 400 spectateurs. Les plus attendus étaient ceux qui opposaient 2 Néo-Zélandais à 2 locaux. Et c'est un enfant du pays qui remporte son combat quand son homologue s'est incliné face à un athlète présélectionné pour les Jeux Olympiques.
C'est comme un coup au cœur et un retour aux sources pour Arisa Tsubata, la championne de boxe d'origine japonaise qui vient de passer une semaine auprès de sa famille maternelle qu'elle découvre. Sa mère est née Huti-Huti, à l'occasion pour elle de s'entraîner avec ses cousins polynésiens en vue des Jeux Olympiques de 2024 au titre du Japon. Son portrait est signé Tomater Iteporwar Ei et Rowan Poturu. C'est couverte de fleurs jusqu'à en perdre la tête. Que la championne de boxe redécouvre sa famille maternelle, c'est au pays de ses origines polynésiennes que son sport préféré lui a tapé dans l'œil il y a plus de 20 ans. J'ai pu rencontrer ma famille à Tahiti. Ça fait 25 ans qu'elle n'est plus revenue à Tahiti. Son frère est né, Daiki est né au Japon. En 9 mois, il est arrivé ici. Mais là maintenant, il a 25 ans. Ça fait 25 ans qu'ils ne se sont pas vus. Son autre famille, là aussi, avec Sergio Bord, le coach, c'est elle qui pourrait lui ouvrir la porte de la célébrité internationale et n'en a pas moins été très accueillante en y mettant les points sur les i avant de frapper. Arisa soignait. Dans la vie active, elle est infirmière. Elle est à ses temps perdus, elle fait de la boxe. Elle s'est entraînée. Maintenant, elle est championne de boxe. Enfin, elle va essayer d'être championne de boxe parce qu'il faut être qualifiée pour Paris, pour les Jeux Olympiques de Paris. J'ai gagné le championnat du Japon l'an dernier. Dans ses sparring de vendredi, où elle a fait 6 rounds de 3 minutes avec 3 combattants différents. C'est vraiment bien débrouillé. Hein? Bon fight, bon cardio, bonne pression. Et puis la mémoire reprend le dessus. La combattante se plie au pouvoir de l'affectif. Elle se devait de revoir sa chère et tendre mère. Ma maman est si douce et gentille avec moi. Prête pour repartir, la victoire n'attend pas. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voici l'information principale. C'est un conseil des ministres au goût particulier qui s'est tenu aujourd'hui, 3 jours après la défaite du Tapurahuir Atira. Il reste encore quelques jours de travail au gouvernement. Au menu aujourd'hui, l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle à Te Ahupu'o avant la fin de fonction du gouvernement Fritsch le soir du 11 mai. À la une de Tahiti Info demain, la priorité, c'est l'emploi local selon Patrick Gagnon. À découvrir ce soir les maisons familiales rurales de Rurutu dans votre magazine Bleu Océan Le Mag, puis un documentaire français, Les racines et des ailes, qui vous raconte le couronnement de Charles III. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.